Observatoire zététique. Croyances. Méthode. Opinion. Doute. Anti. Esprit critique. Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation que j'avais déjà faite il y a un peu plus de 2 ans maintenant pour les conférences du premier lundi du mois de l'Observatoire zététique, donc qui est une association grenobloise sur l'esprit sceptique, sur la rationalité. Et donc j'avais fait cette présentation sur le thème de guérir son cancer sur Internet fin 2018. Et à l'époque on n'enregistrait pas les conférences. Donc en cette période de Covid où de toute façon nous ne proposons plus de conférences sur place, nous l'enregistrons pour essayer d'en faire profiter un maximum de gens. Donc moi je m'appelle Valentin Ruggieri, je suis médecin nucléaire et je m'intéresse aux pseudomédecines et aux dérives liées à la santé depuis des années. Donc j'ai sous-titré cette conférence « Voyage au pays des cocktails de jus de fruits et des lavements au café ». Donc vous verrez qu'on va effectivement parler de jus de fruits et surtout de lavement au café. L'intérêt c'est surtout de voir ce qui est proposé sur Internet, à la fois sur les réseaux sociaux, sur des blogs, sur des sites Internet, y compris des sites marchands, ce qui est proposé pour soigner le cancer en dehors de la médecine conventionnelle. Donc, déjà quelques mots sur ce qu'on appelle les médecines non conventionnelles, les médecines alternatives. Il y a tout un tas de termes, plus récemment les fake médecines, pour désigner tout ce qui va se faire en dehors de la médecine classique. De plus en plus, on parle plutôt de médecine complémentaire, ce qui est plutôt bien dans le sens où ça met un peu dans l'esprit des gens que c'est quelque chose qui peut venir en plus, mais surtout pas à la place des traitements prouvés. On y reviendra. De manière un peu plus pragmatique, je parle assez peu souvent de pseudomédecine en vérité. Je préfère considérer qu'à partir du moment où quelque chose a prouvé son efficacité, c'est de la médecine, alors que si ça n'a pas prouvé son efficacité, ça n'est tout simplement pas de la médecine. La distinction entre médecine et pseudomédecine n'a en soi pas de vrai intérêt. Ce qu'on appelle une pseudomédecine, généralement, c'est tout simplement une pratique qui est utilisé pour soigner, mais qui n'a pas fait la démonstration de son efficacité, qui n'a pas pu apporter de preuves, ou même, dans certains cas, dont on sait qu'elle ne fonctionne pas. Donc, il y a des traitements qu'on va dire médicaux et d'autres pseudo-médicaux. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir si ça fonctionne, en fait. C'est vraiment ça qui est intéressant pour le patient, c'est est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas, le reste n'a pas beaucoup d'intérêt. Sachant aussi que ce qui, à un moment donné, peut être considéré comme efficace ou comme non efficace, avec l'avancement des connaissances, ça peut être amené à changer. Une chose qu'on va voir et qui ressort beaucoup sur les documents sur Internet, c'est la différence entre cette médecine conventionnelle et les traitements alternatifs ou complémentaires qui vont être proposés. En médecine, on va démontrer qu'un traitement fonctionne en apportant des preuves qui sont basées sur des essais cliniques. C'est-à-dire que, par exemple, pour un médicament, on va tester ce médicament sur un groupe de patients et on va faire ce qu'on appelle des essais cliniques contrôlés randomisés, c'est-à-dire qu'on va sélectionner un groupe de patients qui va aléatoirement recevoir le traitement qu'on veut étudier ou un placebo ou un autre traitement de référence, et en essayant que ces deux groupes soient similaires et en analysant l'évolution, de voir si le traitement qu'on teste est plus efficace que le placebo, s'il est plus efficace ou aussi efficace que le médicament de référence. Et ça va nous permettre d'avoir la preuve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails des essais cliniques, mais voilà, l'idée c'est d'apporter des preuves scientifiques basées sur des critères objectifs, comme le nombre de décès dans le groupe ou la durée de guérison pour une infection par exemple. Donc en fait, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est l'efficacité du traitement sur un certain nombre de critères dans une population qu'on va comparer à une population non traitée pour essayer de cerner l'efficacité du médicament elle-même et éliminer tout ce qui pourrait mettre de la confusion.
Dans les pseudomédecines, et notamment dans tout ce qui est sur Internet, les preuves mises en avant sont essentiellement basées sur des témoignages. Donc il y a une approche complètement différente de ce qu'est la preuve. Et donc on va avoir de nombreux témoignages, parfois même une accumulation de témoignages. Et ce qui va être utilisé comme critère, c'est plus l'enthousiasme et la satisfaction du patient à ce traitement. Donc c'est quelque chose de plus subjectif, c'est-à-dire que c'est le ressenti personnel de la personne qui témoigne. Et donc on voit qu'il y a une opposition entre la médecine conventionnelle, où on va rechercher à déterminer l'efficacité d'un traitement, et les médecines non conventionnelles qui généralement sont mises en avant sur la base de témoignages et donc d'une satisfaction plutôt que d'une véritable efficacité. On peut faire le parallèle. Quand on achète une voiture, on peut être très satisfait de la voiture, c'est pas pour ça que la voiture sera sécure. Donc c'est un peu la même chose pour les médicaments, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un traitement plaît au patient que le patient est satisfait, c'est pas pour ça que c'est réellement efficace. Donc ce qu'on retrouve sur Internet, c'est le plus souvent, c'est un peu le retour à la nature, le fait de rejeter tout ce qui est synthétique. Donc il va vraiment y avoir une place de ce qui est traditionnel, de ce qui est naturel, parfois même de l'exotisme. En témoigne le fréquent recours à la médecine traditionnelle chinoise ou à des techniques ancestrales issues d'autres pays. Et donc les arguments qui sont mis en avant sur les sites internet qui font la promotion de ces traitements, ça va être essentiellement donc des témoignages, et puis souvent des études scientifiques, donc issues de la littérature classique, mais qui souvent sont anciennes ou de mauvaise qualité, en fait, quand on se penche dessus, et qui, la plupart du temps, sont complètement surinterprétées. Et ça, je vous montrerai quelques exemples. Et donc là, une chose qui est très importante à noter, c'est qu'en médecine, un témoignage n'est pas une preuve. Et même une accumulation de témoignages n'est pas une preuve non plus. On va y revenir plus tard, mais ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. C'est pas là-dessus qu'on peut baser les preuves d'efficacité d'un traitement. Pour revenir à la notion de cancer sur Internet, donc on peut trouver, donc, comme je disais, sur des blogs, sur des réseaux sociaux, sur des sites, on peut trouver beaucoup de gens qui vont affirmer qu'il est possible, sans chimiothérapie, sans les traitements classiques, de guérir son cancer, et notamment avec des méthodes dites naturelles. Alors, donc généralement fondées sur des témoignages et sans qu'il y ait de véritables études pour corroborer les affirmations. Donc, cette étude des traitements dits naturels, alors je dis naturel puisqu'on verra que c'est quelque chose qui est quand même un peu imprécis. Donc elle peut être passée sur des études réelles qui ont été faites in vitro. Alors, ça c'est des choses qu'on voit souvent, il y a des liens qui sont mis vers des études qui démontrent l'efficacité de telle ou telle plante contre telle ou telle maladie. Le problème de l'étude in vitro, c'est que ça n'est pas parce qu'une molécule va être efficace in vitro contre des cellules cancéreuses qu'on pourra à la fin l'utiliser comme un vrai médicament chez l'humain. Il y a un gouffre entre l'efficacité dans une éprouvette et l'efficacité chez l'humaine. D'une part parce que un produit qui est efficace in vitro peut s'avérer toxique dans la pratique, et d'autre part parce que il est parfois difficile d'avoir cette efficacité dans la vraie vie. C'est-à-dire que les modèles en éprouvette ne sont pas conformes à ce qu'on peut voir chez l'être humain, et donc parfois quelque chose qui marche très bien in vitro, chez l'homme, ne fonctionnera pas correctement. Et donc sur la base de ces études qui sont faites donc en éprouvette, ces sites internet ont tendance à directement interpoler et à considérer que c'est la preuve que la plante fonctionne pour traiter le cancer chez l'homme. Et donc ils vont faire un vrai raccourci entre la molécule en éprouvette tue des cellules cancéreuses et la molécule dans la vraie vie guérit le cancer. Et ça c'est un vrai problème. Donc, je vous ai mis quelques exemples d'études scientifiques mises en avant. C'était un site en anglais qui, lui, avait pour objectif de prouver qu'on pouvait guérir tous les types de cancers avec du cannabis. Et donc, il y a 34 études scientifiques qui sont mises en avant sur ce site pour prouver que le cannabis guérit le cancer. Et il y a vraiment le mot « guérir » qui est utilisé. Donc,
c'est pas seulement soigner, c'est pas seulement allonger la survie ou augmenter l'espérance de vie, c'est vraiment guérir définitivement du cancer. Et donc, pour tous les types de cancers, c'est-à-dire que ça peut être le cerveau, le pancréas, l'ovaire, la peau, etc., le site affirme, sur la base de ces 34 études, que le cannabis est efficace contre tous les types de cancers. Donc, on peut se pencher sur ces études pour voir ce qu'elles disent vraiment. Et là, je vous ai cité celles qui ont été faites pour les tumeurs cérébrales. Donc, il y en a une première qui est mise en avant. Et en fait, quand on lit l'étude, on se rend compte que l'objectif était simplement de déterminer la sécurité d'une injection directement dans la tumeur cérébrale de THC chez l'être humain. En fait, le but n'était pas de déterminer si c'était efficace, le but était simplement de déterminer si c'était faisable et s'il n'y avait pas de risque de complications. Et en fait, dans cette étude, en l'occurrence, c'était des tumeurs cérébrales agressives. Et en fait, tous les patients qui ont reçu le traitement sont morts dans les mois suivants. Mais l'étude est quand même citée comme exemple pour dire que le cannabis peut guérir du cancer. Une deuxième étude est fournie, mais c'est une étude chez l'animal. Or, on sait que ça n'est pas parce que ça fonctionne chez l'animal que ça va forcément fonctionner chez l'homme. Donc, c'est insuffisant. Une troisième étude qui ne parle même pas de cancer, c'est-à-dire que ça parle de cannabis, mais en fait, quand on lit l'étude, il n'est à aucun moment question de cancer, tout simplement. Une quatrième qui est une étude in vitro, donc là encore, c'est uniquement sur des cellules cancéreuses en éprouvettes, et c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que ça n'est pas une preuve que ça va fonctionner dans la réalité chez l'être humain. Et la cinquième étude se fait à nouveau chez l'animal. Et là, il y a une particularité, c'est que quand on lit le texte, on voit que le cannabis est utilisé en plus d'une chimiothérapie classique. Donc, c'est difficile de dire que le cannabis guérit le cancer avec une étude où il y a aussi l'utilisation d'une chimiothérapie classique. Donc ça, c'est toutes les études qui sont données pour les tumeurs cérébrales. Et en fait, quand on lit les 34 études qui ont été données, elles sont toutes un peu du même genre. Et donc, il y a une affirmation qui est très forte, c'est-à-dire que le cancer peut être guéri par le cannabis, et tous les types de cancers sont curables par le cannabis, qui est l'affirmation, et les preuves données qui sont un peu hors sujet, dans le sens où elles n'apportent pas la preuve de l'affirmation. Certains articles ne parlent même pas de cancer, certains articles ne montrent pas d'efficacité, certains articles sont uniquement in vitro, et donc en fait, les preuves ne sont pas à la hauteur de l'affirmation. Donc ça ne veut pas dire que le cannabis ne peut pas être intéressant pour traiter le cancer, mais en tout cas, les preuves ne sont pas là. Donc au-delà de toutes ces études scientifiques qui sont mises en avant pour montrer que certaines plantes peuvent permettre de guérir le cancer, ce qu'on voit le plus, donc, ce sont les témoignages. Et donc là, dans cet exemple, c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu me focaliser, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de tous ces témoignages qui sont mis en avant comme preuve de l'efficacité de cancer. Donc on a des exemples de personnes dont il est affirmé qu'elles ont guéri un cancer grâce à des plantes, grâce à des traitements non conventionnels. Et donc j'ai voulu essayer d'analyser un peu des témoignages pour voir un petit peu ce que ça valait. Et donc plutôt que de les choisir moi-même, j'ai essayé de trouver une source qui compilait des témoignages et d'analyser cette source. Et donc j'ai effectivement trouvé un site internet qui en donnait. Alors le site s'appelle Cancer sur ordonnance. Et c'est un site qui affirme notamment que la médecine moderne est elle-même la cause de la plupart des cancers. Et qu'un retour à des traitements plus naturels permet non seulement de guérir le cancer, mais qu'il faut absolument ne pas utiliser de traitement classique. Et donc alors le site n'est plus mis à jour depuis à peu près 2017, mais et là c'est intéressant, quand j'ai fait cette présentation en 2018, ça n'était pas encore le cas, mais il y avait une prédiction sur le site qui affirmait que d'ici 2020, 50% des cancers seront causés par les médicaments ou les radiations médicales. Et donc que la médecine serait la première cause de cancer aux États-Unis. Affirmation du docteur Ben Johnson, qui, après vérification, existe vraiment, c'est un vrai médecin. Maintenant que nous sommes en 2021, on peut voir que ça n'a pas du tout été le cas, ce qui n'est pas une surprise, puisque même si effectivement certains médicaments peuvent causer des cancers et que les radiations médicales peuvent causer des cancers, ce sont des causes qui sont rares.
Les principales causes de cancer étant le tabac et l'alcool. Donc ce site fournissait un lot de près de 150 témoignages de personnes qui affirmaient avoir guéri leur cancer avec des méthodes naturelles, notamment des plantes, pas forcément des plantes médicinales, et ça pouvait être la plupart du temps le cas des régimes alimentaires. Et donc j'ai voulu analyser ces 150 témoignages pour essayer de voir ce qu'il en ressortait et ce que ça valait. Alors l'article en question, donc, qui date de fin 2017, fournit cette liste et c'est classé par type de cancer. Et donc pour chaque organe, chaque type de cancer d'organe, on a une liste de témoignages qui est fournie. En introduction de cet article, on a le docteur Day qui, dans une vidéo, affirme, là je vous cite la traduction fournie par le site, « Des milliers de gens meurent des traitements que nous leur donnons. La chimiothérapie est un poison, elle provoque le cancer. Chaque médecin sait que trop de rayons X provoquent le cancer, mais quand vous avez un cancer, ils disent que l'on doit vous donner une énorme quantité de ce qu'ils nous ont dit d'éviter, car il provoque le cancer. » Alors ça, c'est une phrase qui est intéressante, puisque, en fait, il y a un fond de vrai. Les traitements contre le cancer peuvent éventuellement donner le cancer. Notamment la radiothérapie qu'on utilise pour lutter contre tout un tas de types de cancers, notamment le cancer du sein. Ça nécessite d'énormes doses de rayons X, et effectivement, les rayons X à ces doses-là peuvent être cancérigènes. Sauf qu'il n'y a pas de vraie contradiction, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose peut être cancérigène que ça ne peut pas traiter le cancer. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut être un peu pragmatique et essayer de déterminer ce qu'on fait. En l'occurrence, même s'il y a un risque qui en fait est infime de développer un cancer à cause du traitement d'un cancer, le bénéfice vaut quand même le coup. C'est-à-dire qu'on va, par exemple avec un traitement de radiothérapie, on va réduire le risque de récidive du cancer de beaucoup, et en tout cas de beaucoup plus que le risque qu'on va avoir de développer un deuxième cancer à cause des rayons. Donc effectivement, les traitements peuvent provoquer des cancers, mais en fait, le gain, le bénéfice qu'on peut avoir avec ces traitements est largement supérieur au risque qui est très faible qu'il provoque un cancer. Mais effectivement, chaque année, il y a en France des gens qui vont développer un cancer à cause d'un premier traitement contre un cancer, généralement des années après. C'est un problème, mais ça ne remet pas en question l'utilisation de ces traitements qui permettent un vrai gain en survie chez des patients atteints de cancer. On a d'autres affirmations, par exemple que ce n'est pas le cancer qui fait mal aux gens, statistiquement, que 42 à 46% des gens qui font un cancer meurent de cachexie, qu'ils perdent leur masse musculaire, et que 54 à 58% restants des patients meurent du traitement. Et que, en d'autres termes, personne ne meurt du cancer. Ça, c'est quelque chose qui, là encore, n'est pas complètement faux, dans le sens où, effectivement, le cancer ne tue pas directement. C'est-à-dire que les patients ne vont pas mourir simplement de leur cancer, ils vont mourir des complications dues au cancer, puisque le cancer peut provoquer des choses comme des embolies pulmonaires, peut provoquer des défaillances d'organes, peut provoquer des infections. Et donc effectivement, beaucoup de gens ne vont pas mourir directement du cancer, mais des conséquences du cancer. Quant au chiffre de 54 à 58% des gens qui meurent de leur traitement, c'est complètement surévalué, même si effectivement les traitements contre le cancer sont des traitements lourds qui peuvent avoir des conséquences avec des effets secondaires parfois graves, et donc effectivement certaines personnes meurent de leur traitement. Mais là encore, la question est de savoir est-ce que ça sauve plus de vies que ça n'en tue. Ensuite, une dernière phrase de cet article, 97% des personnes qui subissent une chimiothérapie sont mortes dans les 5 ans. Alors, ça c'est une affirmation, je ne suis pas allé vérifier les chiffres, ça me paraît gros, mais c'est pas parce qu'il y a corrélation qu'il y a causalité. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent une chimiothérapie ont un cancer, donc la question c'est de savoir si elles sont mortes de leur cancer ou de la chimiothérapie. Mais effectivement, la plupart des gens qui reçoivent une chimiothérapie ont un risque important de mourir de leur cancer.
Donc que les personnes meurent après une chimiothérapie, ça n'est pas forcément causé par la chimiothérapie, ça peut tout simplement être causé par le cancer pour lequel ils ont eu des chimiothérapies. Donc on voit qu'il y a quand même des affirmations qui sont basées sur du vrai, mais qui sont un peu déformées, un peu amplifiées. Et évidemment, vous l'aurez vu, une bonne référence à Big Pharma, puisque le site affirme que tous les médicaments qui sont vendus ont pour objectif de faire du profit, de cacher les vrais traitements, et qu'en fait, il faut absolument ne pas écouter les laboratoires, ne pas écouter les médecins, ne pas prendre ces traitements. Alors, donc, je disais, il y a à peu près 150 témoignages. Alors, ces témoignages, en fait, quand on regarde, ce sont tous des témoignages anglo-saxons, donc essentiellement nord-américains, australiens. Et les liens du site, même si c'est un site français, hein, les liens du site redirigent vers des sites anglophones qui sont traduits automatiquement. Une des principales sources de ces témoignages, c'est le site de Chris. Donc Chris, c'est quelqu'un qui est très actif, qui a écrit des livres sur comment battre le cancer avec un régime alimentaire adapté, et qui lui-même a été atteint d'un cancer colorectal, et qui affirme avoir guéri grâce à un traitement alimentaire, en fait. Et là, c'est déjà intéressant parce que si on se penche sur son histoire, on se rend compte qu'il a été opéré. C'est-à-dire qu'il avait un cancer sans métastase, il a été opéré, il lui a été proposé une chimiothérapie qu'il a refusée pour faire à la place de la chimiothérapie un régime alimentaire prétendument anti-cancer. Mais donc, c'est quand même important de noter qu'il a été opéré de son cancer. Et on peut comprendre dans son témoignage que son cancer n'avait pas disséminé dans le reste du corps, et donc, en théorie, la chirurgie a enlevé toutes les cellules cancéreuses, a enlevé la tumeur, a enlevé les ganglions qui étaient atteints, et en fait, la chimiothérapie qui a été proposée n'avait que pour objectif de réduire le risque de récidive. Le fait qu'il l'ait refusé, et le fait qu'il ait quand même survécu plus de 15 ans après, ça n'est pas exceptionnel. La chirurgie, dans l'idéal, permet de guérir le cancer. Et la chimiothérapie qu'on fait après une chirurgie, dans ce cas-là, n'a que pour objectif de réduire le risque de récidive, mais ça n'est pas complètement efficace, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui récidivent quand même, et ça n'est pas toujours utile dans le sens où, effectivement, sans chimiothérapie, certains patients ne récidivent pas. Donc déjà, dans son histoire à lui, il y a quand même un problème. Il affirme qu'il a guéri grâce à un régime alimentaire adapté, alors qu'il a été opéré. Un autre site qui fournit beaucoup de témoignages, c'est le site Cancer Compass. Et en fait, il y a tout un tas de sites comme ça qui vont fournir des témoignages de personnes qui ont guéri leur cancer grâce à des traitements naturels, des régimes alimentaires, des légumes anti-cancer, etc. Et tous ont en commun de mettre en avant ces traitements et de pousser les gens à refuser les traitements classiques. Donc on va revenir au site Cancer sur ordonnance et donc à la liste des 150 témoignages. Et je vais vous donner quelques exemples de ces témoignages. Alors comme je vous le disais, les liens redirigent vers une traduction Google automatique, mais moi je suis allé les lire directement en anglais puisque la traduction est quand même assez approximative. Par exemple, Tom Argello guérit le cancer des testicules avec un régime d'aliments crus. Donc ça c'est l'affirmation du site. Il y a toute une liste de petites phrases d'accroche comme ça. Et si on clique sur cette phrase, on tombe sur le témoignage de Tom Argello. Et donc, là, on parle de cancer du testicule et on parle de guérison avec un régime à base d'aliments crus. Et en fait, quand on regarde le témoignage, on voit qu'il a été opéré de son cancer et que par la suite, il n'y a pas eu de récidive. Et donc, en fait, on affirme qu'il a guéri grâce à son régime d'aliments crus, mais il a été opéré. Comme Chris tout à l'heure, il y a quand même eu une intervention chirurgicale, donc un traitement classique. Et là encore, même si une chimiothérapie a apparemment été proposée et que le patient, donc Tom Argello, a refusé cette chimiothérapie, le fait qu'il ne récidive pas n'est pas extraordinaire en soi. La chimiothérapie n'a que pour objectif de réduire le risque de récidive, mais ça ne veut pas forcément dire que tous les gens récidiveront s'ils n'ont pas de chimiothérapie.
Donc, dans ce contexte, c'est un témoignage qui, d'un point de vue médical, n'est pas extraordinaire. Le régime d'aliments crus, on ne sait pas bien s'il a permis de faire quoi que ce soit. On prend un autre exemple. Vicky Stewart guérit le cancer du sein avec des changements de curcuma et de régime. Donc là, comme je vous le disais, on voit que la traduction est automatique. La traduction automatique, en fait, elle a guéri son cancer du sein avec du curcuma et un changement de régime. C'est souvent comme ça, donc c'est un peu difficile à suivre. Donc là aussi, on parle vraiment de guérison d'un cancer. Et quand on regarde le témoignage, on voit qu'il y a 2-3 choses qui ne vont pas. En l'occurrence, elle a eu le traitement complet, c'est-à-dire qu'elle a eu une chimiothérapie, puis elle a été opérée du sein, puis elle a eu de la radiothérapie. Donc la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a refusé l'hormonothérapie. Et en fait, classiquement, quand une patiente fait un cancer du sein, on propose, pendant une durée de 5 ans après la chirurgie et les rayons, on propose de faire un traitement par hormonothérapie, donc un traitement d'hormones, pour réduire le risque de récidive. Le fait qu'elle ait refusé cette hormonothérapie n'empêche pas qu'elle ait eu de la chimio, qu'elle ait eu une opération, qu'elle ait eu des rayons, et donc qu'elle ait eu un traitement classique qui explique complètement la guérison de son cancer. Donc le curcuma et les changements alimentaires, là encore, n'apportent pas de preuves. Un autre exemple, Jessica Richards a adopté un régime alcalin et a reçu des perfusions intraveineuses de vitamine C pour vaincre le cancer du sein. Donc là encore, on clique, on a le témoignage. Dans le témoignage, c'est un peu moins clair que les fois précédentes. Elle dit qu'elle a refusé tous les traitements, mais elle donne des détails que, en théorie, on ne peut avoir que après une intervention chirurgicale. Donc, a priori, elle a refusé la chimiothérapie, elle a refusé les rayons, mais on a l'impression qu'elle a quand même été opérée de son cancer du sein. Donc là, le cas est un peu différent puisque on manque d'informations. En termes de preuves, c'est pas très convaincant. Di Giorgio guérit le cancer du sein avec du thé Essiac noir et des changements de régime. Donc, vous voyez que souvent, il y a une notion de changement de régime alimentaire. Et alors là, c'est encore plus intéressant puisque dans son témoignage, on comprend nettement qu'elle avait des nodules au sein, mais qui étaient considérés comme bénins par son médecin. Et en fait, c'est une technique qui n'est pas reconnue, qui s'appelle la microscopie en champ sombre, qui a posé le diagnostic du cancer. Mais donc c'est quelque chose qui n'est pas reconnu. Donc en fait, il n'y a aucune preuve qu'elle ait eu réellement un cancer. Là, on a un témoignage qui est un peu différent, c'est-à-dire que dans les précédents, on voyait qu'il y avait des patients qui avaient eu un traitement classique. Là, on n'a même pas de preuve qu'elle ait eu un cancer. Donc en termes de preuves, c'est un témoignage qui ne vaut pas grand-chose non plus. Un autre exemple, Vincent Crous survit au stade 4 du cancer du côlon. Et, encore une fois, donc, là, il avait un cancer métastatique, donc le foie était atteint par des cellules cancéreuses, mais on apprend dans son propre témoignage qu'il a été opéré, c'est-à-dire que non seulement il a été opéré de la tumeur initiale au niveau du côlon, mais que les métastases au niveau du foie ont été retirées par chirurgie. Et en fait, même s'il a refusé de faire une chimiothérapie après ça, le fait est qu'il y a effectivement des patients qui, une fois qu'on a enlevé la tumeur et qu'on a retiré les quelques métastases, parfois ils n'ont plus de micro-métastases, de micro-tumeurs, de cellules cancéreuses, et donc survivent des années après cette intervention. Donc là encore, d'un point de vue médical, le fait qu'il ait survécu à son cancer, ça n'est pas extraordinaire, ça n'est pas exceptionnel. Donc un autre exemple, Wanda Klein a utilisé un changement de régime Budwig et des suppléments alimentaires pour guérir son cancer du sein stade 4. Alors encore une fois, les stades de cancer, alors c'est quelque chose qui est compliqué, mais stade 4, ça veut systématiquement dire qu'il y a des métastases. Et en fait, quand on se penche sur son témoignage, on découvre que donc en 2002, elle a eu son diagnostic de cancer, elle a eu une chimiothérapie, une mastectomie, donc ils lui ont retiré tout le sein par chirurgie, puis une radiothérapie, que 4 ans plus tard, il y a eu une récidive qui a été traitée par chimiothérapie, que en 2009, encore 3 ans plus tard, il y a eu une nouvelle récidive, et que en définitive, elle est morte de son cancer du sein en 2011. Donc là, on arrive sur un autre problème encore, c'est que on affirme qu'elle a guéri son cancer,
c'est vraiment le terme qui est utilisé, mais on découvre qu'elle est morte de son cancer 9 ans après le diagnostic, après avoir reçu tous les traitements conventionnels. Donc là, il y a vraiment un problème. Le témoignage qui est donné pour affirmer qu'on peut guérir son cancer avec des traitements naturels, d'une part, elle n'a pas guéri son cancer puisqu'elle en est morte, et d'autre part, elle a eu tout le traitement classique d'un cancer du sein. Jodie Fenton. Là encore, là c'est un peu différent. Donc, elle avait un astrocytome adaplasique qui a été diagnostiqué en 2000. Il y a eu un refus de tous les traitements et elle était encore en vie en 2014. Je n'ai pas d'informations pour la suite, mais en tout cas, elle a survécu au moins 14 ans. Et en fait, même si en théorie, la survie est quand même relativement faible, on voit que 5 ans après le diagnostic, il n'y a que 30% des patients qui sont encore en vie. Il est tout de même possible de survivre longtemps à ce type de tumeur. Donc, on n'a pas toutes les informations, on sait qu'au moins elle a survécu 14 ans, mais c'est quelque chose qui reste possible. Un autre témoignage qui est un peu différent des précédents, Sarah Ann Cooper, qui guérit avec un régime alimentaire et un protocole de désintoxication. Et là, en fait, dans le témoignage, on apprend donc qu'elle a été diagnostiquée en 2000 d'une tumeur du pancréas. Initialement, elle a refusé la biopsie, qui n'a été réalisée qu'1 an plus tard, et qui montrait ce qu'on appelle un adénocarcinome, en l'occurrence peu différencié, du pancréas. Dans son témoignage, elle dit qu'elle a refusé tous les traitements conventionnels, et on sait qu'elle était encore en vie en 2013. Et alors là, on est dans une situation un peu différente par rapport au précédent témoignage, c'est que là, effectivement, le cancer du pancréas, notamment l'adénocarcinome du pancréas, c'est une tumeur qui est très agressive. Donc le fait qu'elle soit encore en vie 13 ans plus tard, ça a quelque chose d'exceptionnel. La plupart des patients, même avec les traitements classiques qui existent aujourd'hui, ne survivent pas autant de temps. Malgré la chirurgie, malgré la chimiothérapie, la plupart des patients ne vivent que quelques années avec ce type de cancer. Et donc le fait qu'elle vive 13 ans, c'est assez exceptionnel. Donc alors, est-ce que le diagnostic était le bon? Est-ce que c'est vraiment son traitement de désintoxication qui fonctionne? Ça, on ne sait pas. Mais là, c'est un témoignage qui, effectivement, n'est pas explicable. Cynthia Brooks, qui avait un cancer du col de l'utérus, qui s'était propagé au ganglion lymphatique et qui, avec des traitements naturels, a réussi à guérir. Alors, là, c'est un peu différent. Donc, si on clique sur le lien, le lien est mort. Il ne redirige vers rien. Et son témoignage n'est pas trouvable sur Internet. Par contre, on peut faire des recherches sur cette personne et on apprend qu'elle est morte fin 2018, après, selon le faire-part, 18 ans de lutte contre un cancer de l'ovaire, et non pas du col. Et donc là aussi, on a cette situation où on affirme que la personne a guéri de son cancer, hein, c'est vraiment le terme qui est utilisé, guérir, donc il y a cette notion que c'est définitif, et en fait, en cherchant des informations, on arrive à découvrir que la personne, en fait, est morte de son cancer. Donc c'est, en termes de preuves, c'est quand même assez grave. Un autre exemple, Joe Moncaruso, qui avait un adénocarcinome du poumon de stade 4, donc là aussi métastatique, et qui a guéri avec un régime cétogène. Et donc en fait, lui, il apparaît 2 fois dans la liste des témoignages, puisqu'il a eu 2 cancers différents. Donc un premier cancer du testicule en 85 qui a été traité de manière conventionnelle avec de la chirurgie. Et ils lui ont aussi, pendant la chirurgie, retiré des ganglions qui étaient atteints. Et il a eu de la chimiothérapie après ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel. Il a eu ensuite en 2013 un cancer du poumon. Et c'est pour ce cancer du poumon qu'il est affirmé qu'avec un régime cétogène, il a réussi à guérir. Mais en fait, quand on se penche sur son témoignage, il y a 2 choses qui sont problématiques. La première, c'est qu'il a eu un traitement par chimiothérapie, en plus de son régime cétogène. Donc, il est difficile de faire la part des choses. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment son régime cétogène qui a été efficace ou la chimiothérapie classique qui est proposée dans ce genre de cancer?
Et le deuxième problème, et ça n'est pas indiqué dans le témoignage, mais c'est que il est mort en fait en 2015 de son cancer. Et donc, au moment où le témoignage a été publié sur le site, en 2017, il était déjà mort depuis 2 ans, de son cancer. Ça, c'est une information qu'on peut trouver sur Internet relativement facilement. Et donc, il y a un vrai problème avec ces témoignages, c'est-à-dire que d'une part, ils affirment qu'on peut guérir du cancer naturellement, sur un site qui propose de refuser les traitements classiques, mais sur tous ces témoignages, on découvre que la plupart des patients ont eu des traitements conventionnels et que certains sont morts de leur cancer. Donc il y a un vrai problème. Donc je ne vais pas vous faire les 150 cas, c'était quelques exemples pour vous montrer un peu la teneur de ces témoignages, qui sont souvent relativement longs et détaillés. Et après, donc j'ai fait quelques statistiques, c'est-à-dire que j'ai essayé de voir pour chacun des cas ce qu'on pouvait en sortir. Les questions que j'avais envie de me poser à ce moment-là, c'était est-ce que la personne a vraiment eu un cancer? Puisqu'on l'a vu dans un des témoignages, les nodules étaient considérés comme bénins par le médecin, et c'est une méthode diagnostique non validée qui avait fait penser à un cancer. Ensuite, est-ce que ces gens ont utilisé des traitements conventionnels? Dans ce cas-là, affirmer qu'ils ont guéri grâce à leur régime alimentaire, grâce à des plantes, c'est un peu compliqué. Et de manière globale, est-ce que d'après les informations données dans le témoignage, d'après les connaissances médicales, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans ces témoignages? Pour faire cette analyse, je suis parti du principe que d'une part les témoignages étaient sincères, c'est-à-dire que les patients décrivaient la réalité sans mensonge, sans omission, et qu'ils étaient corrects, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'erreur dans les informations qui étaient données. Et donc, à chaque fois, j'ai essayé de déterminer quel était vraiment le type de cancer, sa gravité, son stade, et quels étaient les éventuels traitements conventionnels qui avaient été utilisés en plus du traitement naturel mis en avant. Donc, en termes de données, il y avait 146 témoignages. C'est-à-dire que sur le site, il y en avait 148 qui étaient proposés, mais 2 qui étaient en double, puisqu'il s'agissait de patients qui avaient eu 2 cancers. La plupart datent des années 2000 et 2010, donc sont relativement récents, mais il y en a quelques-uns qui remontent aux années 70 et 80, et le plus vieux date de 1958. Donc là aussi, on peut se poser la question de la fiabilité de témoignages qui ont plus de 50 ans. Il y en a que je n'ai pas pris en compte. Il y en a 3 pour lesquels le lien vers le témoignage était inactif, le site n'était plus en ligne. Et 23 qui en fait étaient uniquement des témoignages vidéo et audio, et ceux-là je ne les avais pas analysés à l'époque. Et puis donc sur ce qui restait, il y en a tout de même 21 que j'ai éliminés puisqu'il n'y avait pas de preuve que ces patients avaient un cancer. Donc sur les 146 patients présentés, il y en avait quand même, parmi ceux que j'ai retenus en tout cas, il y en avait 18% pour lesquels il n'y avait pas de preuve dans leur témoignage qu'il s'agissait bel et bien d'un cancer. Donc au final, je n'ai analysé que 99 témoignages en détail. Sur ces 21, il y en a 17 pour lesquels il y avait une anomalie, mais pour lesquels on n'a aucune preuve que c'était cancéreux. En fait, dans certains témoignages, le patient avait des nodules de la thyroïde ou du sein découverts sur un scanner, sur une échographie. Mais il n'y a pas eu de biopsie, il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a rien eu qui puisse prouver qu'il s'agissait d'un cancer. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en médecine, la seule chose qui nous permette d'affirmer que c'est un cancer, c'est la biopsie. C'est-à-dire qu'au scanner et à l'échographie, on peut éventuellement se dire que c'est quand même très suspect ou que ça a l'air bénin, mais ça ne permet pas d'affirmer. Donc, sur ces 17 patients, on peut imaginer que c'était des nodules bénins, que c'était quelque chose d'infectieux, d'inflammatoire, mais en tout cas, on n'a pas de preuve que c'était cancéreux. Et les 4 restants, le diagnostic a été posé par des méthodes non fiables. Dans un cas, donc, je vous en ai parlé, la microscopie en champ sombre, qui est une technique non reconnue, qui est un peu fantaisiste. Un qui a été diagnostiqué par un test bioénergétique, donc qui là aussi n'a pas de valeur en soi, et 2 par autodiagnostic, c'est-à-dire qu'il y avait 2 témoignages de patients qui avaient eux-mêmes décidé que ce qu'ils avaient était cancéreux, sans qu'il y ait la moindre preuve médicale. Donc sur à peu près 120 témoignages, on en a déjà
4 où le diagnostic est douteux et 17 où on n'a pas de diagnostic. Donc ensuite, pour les patients qui ont eu un cancer prouvé, en tout cas d'après le témoignage, donc il y en avait 99, je me suis intéressé au traitement conventionnel. Donc, en fonction du témoignage, soit on pouvait affirmer qu'il y avait eu un traitement, soit le patient ne donnait pas de détails ou affirmait qu'il avait refusé les traitements. Et donc j'ai fait deux catégories, une catégorie oui et une catégorie où on n'est pas trop sûr, ou alors c'est non. Et en fait, on se rend compte que sur les 99, il y en a 68 qui ont eu explicitement un ou plusieurs traitements conventionnels, et seulement 31 pour lesquels soit ils affirment qu'ils n'en ont pas eu, soit en fait les infos manquent. Et généralement, c'est plus par manque d'informations. Mais en tout cas, on voit qu'on a déjà 2/3 des patients qui affirment avoir guéri leur cancer naturellement, qui ont eu des traitements classiques. Parmi les 68 patients qui ont eu effectivement un traitement conventionnel, il y en a 79% qui ont eu une opération chirurgicale, donc c'est-à-dire une grosse majorité. Et puis, il y en a eu qui ont eu de la chimiothérapie, un tiers. Il y en a eu qui ont eu des rayons, il y en a eu qui ont d'autres types de traitements, comme l'hormonothérapie par exemple. Mais donc au total, on a quand même une grosse part de ces patients qui ont été opérés. Et donc comme je le disais tout à l'heure, la chirurgie peut retirer toutes les cellules cancéreuses si la tumeur est localisée. Donc si on reprend parmi tous les patients, donc je disais qu'il y a quasiment 2/3 des patients qui ont reçu un traitement conventionnel, en premier lieu la chirurgie. Donc ça c'est important à prendre en compte. On a des témoignages où on affirme qu'on peut se passer des traitements conventionnels, qu'on peut guérir grâce à un traitement naturel, et en fait la plupart de ces patients ont eu des traitements classiques. Donc ensuite j'ai fait une autre analyse, là, un peu plus subjective, c'est-à-dire que pour chacun des 120 cas, donc y compris les cas où le cancer n'était pas prouvé, j'ai voulu essayer de déterminer si, en regard des connaissances médicales, le témoignage était logique, c'est-à-dire que l'évolution de la maladie du patient n'était pas impressionnante, n'apportait pas de preuve que le traitement naturel était efficace, si c'était un peu douteux ou si effectivement c'était inexplicable. Et donc j'ai eu ces chiffres, donc c'est mon analyse personnelle, hein, c'est subjectif. Il y a quand même 74 cas où quand on voit les traitements conventionnels que le patient a eu et la durée de survie ou éventuellement la guérison du patient, il n'y a pas de choses extraordinaires. C'est-à-dire que sur les 120 cas, 74 s'expliquent complètement par les traitements conventionnels qui ont été utilisés. Dans 30 cas, le témoignage était assez peu clair. On avait du mal à se faire une idée vraiment du type de cancer, de sa gravité ou des traitements qui avaient pu être faits. Et il n'y a que 16 cas, donc 13%, où quand on regarde le témoignage, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui sort de ce qu'on connaît en médecine. Où on n'a pas d'explication parce que le patient a complètement refusé les traitements, parce que la tumeur était très agressive mais qu'il a survécu des années sans traitement. Donc il n'y en a que 16 sur les 120. Et donc ça c'est peu parce qu'on a quand même affaire à une compilation qui représente un petit peu la crème de la crème des témoignages sur comment traiter son cancer autrement, sur comment guérir son cancer naturellement en refusant les traitements. Et en fait, on se rend compte que la plupart des patients ont eu des traitements classiques et que la plupart des situations s'expliquent complètement par l'évolution naturelle de la maladie et par les traitements qui ont été reçus. Et donc ça, c'est un vrai problème. On a que 13% des cas où, moi en tout cas, je n'ai pas d'explication sur la façon dont le patient a pu survivre aussi longtemps avec la tumeur qui est présentée. Mais donc c'est peu. Et c'est en partant du principe que tous les témoignages sont corrects, qu'il n'y a pas eu d'erreur diagnostique, etc. Et donc en fait, on a un corpus de témoignages qui est utilisé pour affirmer de manière claire qu'on peut guérir un cancer avec des traitements naturels et en refusant les autres traitements. Et quand on se plonge dans le détail, on voit que ça n'est pas du tout une preuve
dans le sens où les témoignages ne disent absolument pas cela. Ce sont des témoignages de patients qui ont utilisé ces traitements en plus de traitements classiques. Ce sont des cas de patients qui sont morts de leur cancer, qui sont présentés comme des preuves de guérison, mais qui sont morts de leur cancer. Et au final, ces témoignages n'apportent pas de preuves que ces traitements alternatifs fonctionnent. Et donc il y a vraiment un gros décalage, et qui est très inquiétant, entre l'affirmation qu'on peut guérir son cancer de manière naturelle et les témoignages mis en avant qui ne montrent pas du tout ça. Donc, comme je le disais, sur les 121 cas, il y a au moins 7 personnes qui sont décédées de leur cancer. Ce sont des cas que j'ai moi-même trouvés en recherchant le nom des personnes et en essayant de trouver des informations en plus du témoignage. Mais ces informations ne sont évidemment pas données dans les témoignages. Donc les dates des décès sont relativement récentes, ce sont sur les 10 dernières années. Et il y a quand même beaucoup de ces décès qui sont survenus avant la rédaction de l'article. C'est-à-dire qu'au moment où l'article est rédigé en affirmant que tous ces patients ont guéri leur cancer, il y en avait déjà plusieurs qui étaient morts. Et pour beaucoup, je ne sais pas, c'est-à-dire que dans bien des cas, en cherchant le nom de la personne, on ne trouve pas d'informations, ou en tout cas pas au-delà d'une certaine date. Et donc en fait, il est tout à fait possible que certains des témoignages qui datent de plusieurs années affirment la guérison du patient, alors qu'en fait, depuis, et on ne le sait pas, il a récidivé, voire il est mort. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Donc, en conclusion sur ces témoignages, donc, quand on les lit, tout de même, on se rend compte que ce sont des témoignages sincères. Donc, c'est les patients, dans certains cas, l'entourage, quand ce sont des enfants, les patients sont sincères dans la façon dont ils racontent leur maladie, dont ils racontent les traitements qu'ils ont eus, que ce soit les traitements classiques ou que ce soit les traitements qu'ils mettent en avant, à base de vitamine C, à base de régime alimentaire, etc. Et du fait que les témoignages soient assez détaillés, dans beaucoup de cas, on arrive à se faire une idée assez précise de la situation, c'est-à-dire à déterminer quel était le type précis de cancer, quel était son stade, quels étaient les traitements que le patient a pris. Donc on arrive quand même à se faire une idée de la situation. Donc on a quand même 2/3 des patients qui ont eu des traitements conventionnels. Dans beaucoup de cas, un traitement complet et normal. Dans certains cas, uniquement de la chirurgie, c'est-à-dire que ce qu'ils ont refusé, c'est la chimiothérapie. Mais au final, on a assez peu de témoignages vraiment étonnants. Donc, il y a on peut les classer en 2 groupes. Il y a les témoignages qui sont presque sans intérêt, c'est-à-dire que l'évolution de la maladie, du cancer est logique quand on voit le type de cancer, quand on voit les traitements qu'ils ont eus. Et puis un petit groupe de témoignages qui, eux, sont vraiment étonnants. Mais voilà, dans tous ces témoignages, dans ces 120 témoignages, on a quand même la plupart des cas qui s'expliquent complètement sans faire appel à un traitement miraculeux à base de plantes. Notamment, certains patients qui ont refusé tous les traitements présentaient en fait des tumeurs d'évolution très lente. Et donc le fait qu'ils survivent sans traitement n'est pas étonnant. Et donc dans toute cette collection, dans tous ces 120 témoignages qui sont censés être sélectionnés, donc ce sont les meilleurs témoignages sur le sujet, la vaste majorité sont complètement explicables. Ce sont des histoires qui sont vraies, hein. On n'a pas de raison de douter de la réalité des choses qui sont dites, mais l'interprétation qui est faite de ça est globalement fausse, voire au moins trompeuse. C'est-à-dire qu'on va affirmer des choses assez exceptionnelles, alors que les témoignages ne le sont pas forcément. Il y a notamment le terme de guérir qui est vraiment mis en avant, c'est-à-dire que le terme est utilisé pour chacun des témoignages, alors que dans bien des cas, les patients n'ont pas guéri. Et ce qui est mis en avant, c'est vraiment le traitement naturel qui a été utilisé, en omettant complètement les traitements conventionnels qui ont été faits en plus. Un autre problème, c'est que ça n'est pas parce que ça a fonctionné pour quelqu'un que ça fonctionnera pour quelqu'un d'autre. Si on reprend les quelques exemples de patients qui ont accepté la chirurgie mais refusé la chimiothérapie, comme je le disais,
si on part du principe que la chirurgie a enlevé toutes les cellules cancéreuses, à l'exception d'un petit nombre, la chimiothérapie a seulement pour but d'éliminer ce qui éventuellement reste, les quelques cellules qui peuvent rester, et donc de réduire le risque de récidive. Ça ne veut pas dire que les patients ne récidiveront pas avec la chimiothérapie, ça arrive quand même, et ça ne veut pas dire que les patients récidiveront forcément s'ils refusent la chimiothérapie. Donc, qu'une personne dise « moi je n'ai pas eu besoin de la chimiothérapie, j'ai fait la chirurgie, j'ai refusé la chimiothérapie et j'ai survécu », c'est dangereux parce que ça n'est pas le cas de tous. Les gens qui refusent la chimiothérapie après une intervention chirurgicale pour un cancer ont une probabilité de récidive et de décès qui est plus importante. Et donc, même s'il y a des témoignages de gens qui n'ont pas récidivé, pour qui ça s'est bien passé, ces témoignages peuvent pousser des gens à refuser la chimiothérapie alors qu'eux vont récidiver. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des cas un peu isolés, un peu précis, mais que la situation de cette personne qui témoigne ne sera pas forcément applicable à d'autres. Et puis, donc je disais, la plupart des témoignages sont quand même relativement récents, et puis surtout, on n'a pas forcément d'informations récentes. C'est-à-dire que souvent, le témoignage a été fait quelques années après la prise en charge, et donc on ne sait pas si, par la suite, ces patients ont récidivé. On manque d'informations. Le témoignage, s'il survient, par exemple, s'il a été rédigé en 2014, après un cancer diagnostiqué en 2009, il nous manque des informations sur ce qui s'est passé ensuite. Et dans certains cas, comme je le disais, après le témoignage, le patient a récidivé, le patient éventuellement est décédé, et pourtant ce témoignage a continué à être repris par différents sites et a été laissé en place par les sites qui l'avaient utilisé. Donc il y a ce vrai problème du recul. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le biais de sélection, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'en médecine on refuse d'évaluer un traitement par des témoignages, c'est-à-dire que ceux qui vont témoigner, généralement ce sont ceux pour lesquels ça a fonctionné. Pour deux raisons. D'une part parce que ces sites ne vont évidemment relayer que les exemples où ça a fonctionné, et d'autre part parce que les gens pour qui ça n'a pas fonctionné auront moins tendance à témoigner. Soit parce que ils ont dû abandonner ce traitement naturel, soit parce qu'ils sont morts de leur cancer, mais en tout cas, les gens qui témoignent sur ces sites ne sont pas représentatifs des gens qui ont un cancer. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que ça va quelque part masquer la réalité. On va nous mettre en avant les témoignages des gens qui ont survécu en occultant complètement les éventuelles personnes qui ont récidivé, qui n'ont pas survécu, qui ont eu des complications. Et donc, on a une illusion de réussite en mettant en avant des témoignages par un effet de sélection de ce qui fonctionne et d'occultation de ce qui ne fonctionne pas. C'est trompeur. Ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est un exemple qui a été utilisé, cet avion. C'était des avions qui avaient été touchés par balle, et pour essayer de déterminer les points de faiblesse, ils avaient regardé où les avions avaient des impacts. Et en fait, là, il serait tentant de se dire que les zones où des impacts ont été repérés sur tous les avions de ce modèle sont les zones les plus à risque. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que du fait du biais du survivant, les impacts sur les zones en rouge sont les moins graves, puisque les impacts qui ont eu lieu ailleurs ont détruit l'appareil, qui n'a donc pas pu être évalué. Et en fait, c'est un peu ça le biais du survivant, c'est-à-dire qu'on va porter un jugement sur ce qui reste en oubliant complètement ce qui a disparu. Là, en l'occurrence, vous voyez que aucun avion n'est rentré à la base après avoir reçu des impacts au niveau des moteurs. Ça ne veut pas dire que les moteurs ne sont pas à risque, au contraire, ça veut dire que ceux qui ont éventuellement été touchés au moteur ne sont pas rentrés. Et donc c'est la même chose avec les patients. Si on regarde des témoignages de patients qui ont survécu, on ne voit pas le témoignage de ceux qui n'ont pas survécu. Et donc c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, en médecine, pour apporter la preuve de l'efficacité d'un traitement, on fait des essais cliniques dans lesquels on va comparer. On peut comparer soit un placebo, soit s'il existe déjà un traitement ou traitement de référence.
Là, je vous ai mis un exemple complètement au hasard. C'est deux courbes. Une courbe en orange où des patients ont reçu de l'erlotinib et une courbe en bleu où les patients ont reçu le placebo. Et donc, tous ces patients qui présentaient un cancer, on le voit sur cette courbe, ceux qui avaient l'erlotinib ont vécu beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que, vous pouvez le voir, après environ 2 ans, quasiment tous les patients qui ont reçu le placebo étaient décédés, alors qu'à ce même moment, il restait encore 25 ou 30% des patients traités qui étaient en vie. Et c'est ça qui nous permet de dire que ce traitement fonctionne dans ce type de cancer. C'est-à-dire qu'on va comparer des groupes, on va décider initialement quels sont les patients qu'on va suivre, et pas seulement s'intéresser à ce qui se passe à la fin. Parce que c'est ça qui va créer donc une fausse impression de réussite avec les témoignages. Les témoignages, ça consiste à ne regarder que ce qui reste. Vous voyez qu'au bout d'1 an, il y a des gens qui ont eu un placebo et qui sont encore en vie. Et donc on peut très bien imaginer que ces patients pourraient témoigner avoir survécu à leur cancer avec un traitement à base de régime alimentaire ou de légumes crus. Mais en fait, c'est simplement l'évolution naturelle du cancer qui fait ça. Et il est donc très important de comparer pour savoir s'il y a un vrai effet ou pas. Maintenant qu'on a vu ces quelques témoignages, on va essayer de regarder un petit peu les différents traitements qui sont mis en avant, puisque comme je vous le disais, c'est essentiellement des traitements basés sur l'utilisation de plantes ou d'aliments. Sur les 148 cas qui sont présentés sur le site, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, et de manière globale sur Internet, c'est ces exemples-là qui reviennent le plus souvent. Donc il y a par exemple la cure Gerson, dont je reparlerai, l'huile de cannabis, la vitamine C à très haute dose, le régime alcalin, l'amidaline, toutes ces choses-là, on va les revoir certains en détail. Et puis des régimes alimentaires un peu particuliers comme le régime alcalin, le régime cétosique ou la cure Gerson qui est un régime un peu particulier aussi. Ce qui ressort beaucoup donc c'est l'utilisation d'une part de plantes comme médicaments, mais aussi le fait de changer son alimentation pour quelque chose de prétendument plus naturel, qui consiste surtout à plus consommer de fruits, de légumes, et notamment du cru, et l'utilisation de produits prétendument anti-cancer, au premier rang duquel le curcuma, le cannabis, la spiruline qui revient souvent, le corosol, des produits comme ça. Et il y a aussi beaucoup de régimes alimentaires, donc je disais le régime cétogène, le régime macrobiotique, tous ces régimes-là ont une particularité, c'est que la plupart du temps, ça consiste à privilégier des fruits et des légumes crus et à ne plus consommer d'aliments transformés, de viande rouge, et donc il y a souvent des motifs qui reviennent. On en verra une en particulier. Donc le premier exemple dont je vais parler, c'est le corosol, qui est peut-être pas le plus courant, mais qui est, à mon avis, très révélateur et très représentatif des autres. Donc le corosol, c'est une plante qui produit les fruits que vous pouvez voir ici, et donc qui est vanté comme un anticancéreux qui, d'une part, serait prétendument 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie, et que les laboratoires pharmaceutiques essaieraient de cacher, avec l'idée derrière que ça les ruinerait si on se rendait compte du potentiel anticancéreux de la plante. Là, vous avez vu des photos des fruits. Ce qui est mis en avant, en fait, ce sont les feuilles, et donc qui seraient sans effet secondaire et 10 000 fois plus puissantes contre le cancer que la chimiothérapie, et donc qui serait une solution quasi miraculeuse qui serait cachée par les laboratoires pour pouvoir vendre leurs produits à eux. Donc ici, on va parler de l'intérêt dans le cancer, mais donc ça guérit tout, hein. C'est-à-dire que les prétentions affichées sur certains sites internet, notamment ceux qui en vendent, c'est que ça peut guérir les infections, ça peut guérir le diabète et évidemment l'impuissance sexuelle, qui est quelque chose qui revient souvent avec les plantes. Alors, déjà, une première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie? Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les cancers et toutes les chimiothérapies ne sont pas identiques. Les différents types de cancers ne se traitent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes caractéristiques, n'ont pas la même agressivité. Et donc, si on dit que c'est plus puissant que la chimiothérapie, c'est quelle chimiothérapie dans quel cancer? Certaines chimiothérapies fonctionnent contre certains cancers et pas contre d'autres. Certains types de cancers
en fonction de l'organe et puis en fonction des caractéristiques de la tumeur elle-même, vont être plus ou moins agressives, vont répondre plus ou moins au traitement. Donc on ne peut pas dire que quelque chose est 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie si on ne nous dit pas quelle chimiothérapie et quel cancer. Parce qu'il existe des chimiothérapies qui n'ont aucune efficacité sur un cancer donné, alors qu'elles seront très efficaces sur un autre cancer. Donc pour ce chiffre, en fait, on a l'impression qu'il sort un peu de nulle part. Ces sites qui affirment que le Corosol est 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie ne fournissent pas de preuves. Il existe des études, il y a vraiment des études qui ont étudié les effets de la plante sur les cellules cancéreuses, mais ce chiffre-là ne s'y trouve pas. Il y a aussi une chose qui est fréquemment dite, donc, c'est que ça n'a pas d'effet secondaire. C'est quelque chose qui est souvent mis en avant, c'est pour faire le contraste par rapport aux chimiothérapies qui seraient lourdes en effets secondaires, ce qui est d'une manière ou d'une autre le cas. On présente des traitements naturels qui, eux, n'ont pas d'effet secondaire. Donc on aurait des chimiothérapies peu efficaces et très toxiques, et des traitements naturels très efficaces et peu toxiques. Et donc la réalité est un peu différente, puisqu'il y a dans cette plante des alcaloïdes, et notamment des alcaloïdes neurotoxiques, c'est-à-dire des substances qui, ici, vont provoquer des syndromes parkinsoniens chez les patients gros consommateurs, et notamment une molécule qui s'appelle l'anonacine. Donc la consommation du Corosol n'est pas sans effet secondaire, au contraire. Une autre chose qui est fréquemment dite, donc, c'est que l'industrie pharmaceutique essaierait de cacher ces plantes. Donc c'est le cas pour le Corosol, c'est aussi le cas pour le curcuma, le cannabis, etc. En disant que ces plantes sont gratuites et que donc les laboratoires, pour pouvoir vendre leurs traitements, voudraient cacher l'existence de ces plantes. Alors en fait, il y a beaucoup de contre-exemples, puisque parmi les médicaments de chimiothérapie utilisés contre le cancer, il y a déjà beaucoup de médicaments qui sont issus de plantes. En fait, les laboratoires peuvent très bien vendre, voire breveter, des molécules qui sont issues de plantes. Et donc en fait, elles peuvent en tirer profit. Donc le fait est que si il y avait une vraie action spectaculaire du Corosol ou d'autres plantes, les laboratoires n'essaieraient pas de le cacher, au contraire, ils essaieraient plutôt de capitaliser dessus, ce qui est le cas. Parce qu'on parle souvent de chimiothérapie, et c'est vrai que dans chimiothérapie, on entend le mot chimique, et donc on a l'impression que ce sont des molécules qui sont créées en laboratoire, et que voilà, c'est pas quelque chose de naturel. En fait, c'est un terme qui est historique. On parle de chimiothérapie pour tout médicament, toute utilisation de molécules, et ça s'oppose à des traitements qui ne font pas appel à des molécules, comme la radiothérapie qui fait appel à des rayons, ou à l'hormonothérapie qui fait appel à des hormones, ou à la psychothérapie qui fait appel à une interaction avec un psychothérapeute. Donc le mot chimiothérapie, historiquement, s'applique à tous les médicaments, mais aujourd'hui, on l'utilise quasiment uniquement pour les traitements contre le cancer. Mais ça n'a rien de chimique. Au contraire, beaucoup de ces traitements sont à la base issus de plantes. Donc je vous ai mis quelques exemples ici. Donc par exemple le paclitaxel, qui est une chimiothérapie qui est très utilisée contre le cancer du sein, c'est issu de l'if de l'Ouest, de l'if d'Amérique, donc qui est une plante. La vincristine, la vinplastine et d'autres molécules, d'autres alcaloïdes de cette famille qui sont par exemple utilisés contre le lymphome, sont issus de la pervenche de Madagascar, ou encore la bléomycine, qui est par exemple utilisée contre le cancer du testicule et qui, elle, provient d'un champignon. Donc en fait, il y a des exemples de chimiothérapie qui aujourd'hui sont utilisés de manière extrêmement courante et qui sont vendus par des laboratoires. Il n'y a pas de volonté de cacher quelque chose. Au contraire, dès que les laboratoires trouvent quelque chose dans la nature, ils essayent de l'exploiter. Alors, un exemple sur le Corosol, donc c'était des recherches que j'avais fait en 2018, la première fois que j'avais fait la présentation. On trouvait ce message, alors il y en a d'autres du même type, mais on trouvait ce message sur énormément de sites, et le nom de la personne qui postait le message était souvent différent, mais là c'était signé par le site biologiquement.com, et en fait c'est un site qui vendait ce produit. Il disait donc que la feuille de Corosol est le plus profitable pour la santé humaine et animale, qu'elle est riche en acétogénine, un agent actif naturel anti-cancer, qui, contrairement à la chimio, s'attaque aux cellules cancéreuses sans abîmer les cellules saines, sans déséquilibrer le système immunitaire. Et donc ensuite, ils mettent la
le lien vers leur propre site internet où ils vendent en poudre la feuille. Et donc là, il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'ils expliquent que la chimiothérapie ne s'attaque pas aux cellules cancéreuses uniquement. Et ça, c'est vrai. La chimiothérapie, c'est une substance qui va aussi s'attaquer aux cellules saines. C'est pour ça qu'il y a des effets secondaires. Et en fait, les caractéristiques de ces chimiothérapies font qu'elles vont s'attaquer davantage aux cellules cancéreuses qu'aux cellules saines, mais elles vont quand même s'attaquer aux cellules saines. Alors, de nos jours, il y a aussi des nouveaux traitements qui sont beaucoup plus ciblés, qui permettent vraiment de cibler spécifiquement les cellules cancéreuses, mais la plupart des chimiothérapies fonctionnent comme ça. On a une toxicité sur les cellules cancéreuses, mais aussi sur les autres cellules. La question, c'est de savoir si le cortisol, lui, au contraire, n'agit vraiment spécifiquement que sur les cellules cancéreuses. Donc j'ai pris une capture du site, et donc vous voyez que pour un aliment naturel gratuit que voudraient cacher les laboratoires, en fait ça se vend assez cher. Et donc les gens qui feront la promotion de ça, souvent ce sont des sites qui eux-mêmes en vendent. Et donc l'argument financier de dire que les laboratoires essaieraient de cacher ça parce que c'est gratuit, ça n'est pas vrai, c'est vendu. Ça n'est pas parce que ça pousse dans la nature que ça n'est pas vendu. D'ailleurs, la plupart du temps, si vous achetez des légumes, des fruits, des épices, des choses comme ça, du thé, ou même ces feuilles de corosol ou tous ces produits-là, dans tous les cas, vous les payez. Donc, l'argument mis en avant, c'était que cette acétogénine avait des vertus anticancéreuses sans modifier le système immunitaire et sans attaquer les cellules saines. Alors en fait, l'acétogénine, ça n'est pas une molécule, c'est une famille. Il y a environ 400 molécules, et certaines sont toxiques, et certaines sont même utilisées comme insecticides. Là, celle dont on parle, en fait, c'est l'anonacine, en particulier, et son mode d'action, il est connu, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites sur l'effet sur les cellules de l'anonacine, et en fait, ça va bloquer ce qu'on appelle le complexe mitochondrial. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans absolument toutes les cellules, donc ça veut dire que le cortisol, via l'anonacine, va être toxique pour toutes les cellules. Ça dépendra de la dose à laquelle elle est utilisée, mais en tout cas, les cellules cancéreuses ne sont pas les seules à avoir un complexe mitochondrial. Toutes les cellules du corps l'ont. Donc, les cellules saines, les cellules immunitaires, toutes seraient sensibles à ce produit. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui différencie une cellule cancéreuse d'une cellule saine. Les différences qui peuvent exister sont assez minces, et donc pour cibler très précisément une cellule cancéreuse, c'est assez compliqué. La plupart des traitements ne ciblent pas spécifiquement les cellules cancéreuses, et même les nouveaux traitements qu'on appelle des thérapies ciblées ou des immunothérapies, qui arrivent à cibler une molécule précise ou un phénomène biologique précis, ne permettent pas de taper à 100% sur des cellules cancéreuses et pas du tout sur les cellules saines. Il y a toujours une part d'effets secondaires. On ne peut pas faire autrement, on n'arrive jamais à cibler complètement. Donc, ce qu'on peut retenir du cortisol comme exemple, c'est que donc, il n'y a pas de preuve dans des articles scientifiques que ça ait un rôle préventif ou curatif contre le cancer. Et même si c'est présenté comme une plante sans effet secondaire, c'est neurotoxique à haute dose. Il y a des études, alors je ne les ai pas mises ici, mais il y a des études qui ont été faites in vitro qui montrent qu'effectivement ça pourrait avoir un effet sur les cellules cancéreuses, mais ça n'est pas pour ça que c'est utilisable chez l'homme contre le cancer, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que la toxicité est trop importante, peut-être que ça ne serait pas suffisamment efficace, en tout cas on n'a pas les données. Donc le chiffre de 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie, on ne sait pas d'où il sort. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le cortisol ? On peut dire que peut-être il y a dans cette plante des molécules qu'on pourrait extraire, comme je vous l'ai montré avec le paclitaxel qui est issu de l'IF ou d'autres molécules issues de plantes. Peut-être qu'il y a des molécules qu'on pourrait extraire et utiliser contre le cancer chez l'homme. Sauf que pour l'instant, on n'a pas les données. Donc affirmer que consommer les feuilles de cortisol peut guérir du cancer, ça ne se base sur rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera jamais le cortisol pour un de ses principes actifs, mais pour le moment, on ne peut pas affirmer quoi que ce soit. Alors maintenant, le régime cétogène.
Alors le régime cétogène, c'est quelque chose qui est très étudié. Il y a une vraie recherche scientifique qui se fait là-dessus. Le principe, c'est de faire un régime qui sera très pauvre en glucides et au contraire très riche en lipides pour compenser en termes de calories. Donc typiquement, on va avoir des représentations de ce genre, c'est-à-dire qu'on va avoir un apport lipidique très important, un apport protéique quasi normal et le moins possible de glucides. L'idée derrière ça, c'est de limiter la quantité de glucides qui va être ingérée et donc la quantité de sucre qui va être absorbée par l'organisme. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé. Ça avait été développé initialement pour l'épilepsie. Il avait été constaté que dès les années 20, le régime cétogène pouvait réduire la fréquence des crises d'épilepsie chez les enfants. Alors, c'est encore parfois utilisé aujourd'hui, malgré les progrès dans les médicaments contre l'épilepsie. C'est utilisé pour réduire la fréquence des crises. Donc il y a un vrai effet là-dedans. Sauf que ce qui nous intéresse ici, c'est le cancer. Donc la question, c'est quel est l'intérêt? En fait, l'objectif, ça va être de mimer le métabolisme du jeûne sans la privation calorique qui va avec. Parce qu'effectivement, il y a des études qui ont été faites sur l'intérêt de réduire les apports caloriques pour lutter contre le cancer. Le problème, c'est que si on réduit les apports caloriques, on cause une dénutrition, et que la dénutrition est un problème qui est très grave en cancérologie. C'est-à-dire que ça empêche les patients de supporter les chimiothérapies, ça favorise les infections, donc c'est quelque chose qui est vraiment à éviter. Donc l'idée derrière le régime cétogène, c'est d'essayer d'avoir les avantages du jeûne sans les inconvénients. D'un point de vue biologique, les cellules cancéreuses ont plutôt tendance à consommer du sucre, du glucose, et moins ce qu'on appelle les corps cétogènes. Et donc, le fait de réduire les apports en glucides permettrait d'une manière ou d'une autre d'affamer en quelque sorte les cellules cancéreuses, et la prise d'aliments riches en lipides permettrait de nourrir les cellules saines. Ça, c'est l'idée. Il y a aussi le fait que la diminution de la quantité d'insuline dans le sang, puisqu'il y a moins de sucre, il y a moins d'insuline, ça permettrait d'éviter de stimuler les cellules cancéreuses. Ça, c'est l'idée qui est derrière ça. Et effectivement, ça a été étudié à la fois chez l'animal et chez l'homme. Donc c'est quelque chose qui ne sort pas de nulle part, contrairement à d'autres produits miraculeux vendus sur Internet. Il y a de vraies études sur le sujet. Donc par exemple, cette étude qui rassemble un petit peu tout ce qui a été fait sur le sujet montre, notamment chez l'animal, un effet assez prometteur, non pas à la place mais en plus des traitements, pour lutter contre le cancer de différents organes. Donc là, on est sur une situation un peu particulière, c'est qu'il y a vraiment une recherche sur le régime cétogène. Il y a des indices qui montrent qu'effectivement, il pourrait y avoir un intérêt anticancéreux là-dedans, mais pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de données chez l'humain pour préconiser le traitement. Et puis surtout, ça va dépendre du type de cancer. Certains cancers vont être très sensibles à ce régime cétogène et d'autres moins. Mais donc, dans tous les cas, ça a été étudié en plus de la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire un régime cétogène et de se passer des autres traitements. Ce serait en plus. Et donc, contrairement à ce qui est avancé, ça n'a pas un effet miraculeux en soi. D'autant que ça n'est pas dans les études qui ont été faites aussi franc que ce qui est annoncé. On nous annonce un traitement qui permet de guérir le cancer. Là, en fait, il s'agit de quelque chose qui, en plus des traitements habituels, permettrait d'augmenter la survie des patients. Et ça, c'est avec des effets secondaires. Donc, un régime un petit peu plus rigolo, le régime alcalin, pour désacidifier le corps. Alors ça, c'est complètement autre chose. C'est basé sur une idée fausse qui est assez ancienne, ça date des années 20, là aussi, que les cellules cancéreuses se développeraient dans un milieu acide. Sauf que ça, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a une acidification dans les tumeurs, mais qui n'est pas la cause, mais la conséquence de la tumeur. C'est-à-dire que le développement anarchique des cellules cancéreuses va provoquer une difficulté d'approvisionnement en oxygène, et donc ça va acidifier la tumeur.
Mais ça, c'est quelque chose qui est la conséquence et pas la cause. Donc, essayer de désacidifier le corps n'a pas d'intérêt là-dessus. Et de toute façon, on ne peut pas modifier le taux d'acidité de l'organisme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le pH, qui mesure l'acidité du corps, est extrêmement régulé et il n'y a aucun moyen par l'alimentation de faire changer ça. Ce qui va être vraiment régulé, c'est l'acidité du sang. Et les promoteurs de ce type de régime vont essayer de mesurer l'acidité de leur salive ou l'acidité de leurs urines. Mais en fait, ça ne reflète pas l'acidité du corps, puisque comme je le disais, l'acidité du sang est extrêmement régulée. Il y a de très très faibles variations. Alors que, effectivement, le pH de la salive ou des urines peut beaucoup modifier. Notamment au niveau des urines, le rein va éliminer le surplus d'acidité ou le surplus d'alcalinité. Et donc justement, il peut y avoir de grosses variations parce que le rein va réguler l'acidité du corps. Alors, donc ils vont conseiller des aliments qui sont prétendument alcalins, enfin alcalinisants pour le corps même, et vont proposer d'éliminer de l'alimentation des aliments qui, au contraire, sont considérés comme acidifiants. Et en fait, si on regarde leur liste d'aliments alcalins et leur liste d'aliments acides, on se rend compte que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'acidité au sens chimique du terme. Là, si vous regardez, donc là c'est classé dans l'ordre, donc à gauche le plus acide, à droite le plus alcalin. Et si vous regardez dans la dernière colonne, donc ce qui est les aliments qui sont considérés comme les plus alcalins, les plus désacidifiants pour le corps, on trouve le citron et le vinaigre, qui d'un point de vue chimique sont complètement acides. Et en fait, on reconnaît un peu le motif dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui va être considéré comme les bons aliments, ça va être les aliments crus, fruits et légumes, et ce qui va être considéré comme mauvais, ça va être essentiellement les aliments transformés, la viande, le gluten et des choses comme ça. Donc on retrouve un petit peu cette espèce d'échelle des aliments qu'on retrouve dans la plupart des régimes alimentaires anticancéreux, mais donc qui ne correspond pas à la réalité chimique, puisque en fait, en l'occurrence, ils affirment que le citron et le vinaigre sont alcalins, alors que ça n'est pas du tout le cas. Leur argument étant de dire que c'est acide en tant que produit, mais que ça alcalinise le corps, ce qui en fait n'est pas non plus vrai. La figure de droite, on voit le pH, c'est-à-dire le taux d'acidité de différents fluides du corps. Donc vous voyez que le pH du sang est extrêmement régulé. Généralement, il est situé entre 7,38 et 7,42 et des écarts plus importants peuvent être dangereux. Inversement, donc, évidemment, le contenu de l'estomac est très acide et les différents sucs émis par le corps peuvent être plus ou moins acides ou alcalins. Et donc sur la figure de gauche, simplement une explication, ce n'est pas la peine de trop se pencher là-dessus, simplement pour dire que l'organisme va réguler très finement l'acidité du sang, puisque c'est quelque chose qui peut devenir dangereux, et donc les taux de variation sont extrêmement faibles, et quoi que vous puissiez manger, ça ne changera rien. Donc la conclusion qu'on peut retirer du régime alcalin, c'est ça, c'est rien. C'est-à-dire que dans certains cas, il y a une espèce de logique. C'est-à-dire qu'on a vu avec le corosol, il y a quand même des études qui ont été faites sur le potentiel in vitro du corosol. Le régime cétogène, c'est quelque chose qui est vraiment étudié. Donc, dans beaucoup de cas, il y a des bases théoriques qui sont plus ou moins avérées, mais qui sont largement surinterprétées. Pour le régime alcalin, il n'y a vraiment rien. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité complète de régler son pH par l'alimentation, et il n'y a évidemment rien qui prouve tout ce qui est annoncé, comme en termes d'efficacité ou même en termes d'explication. Alors un autre exemple intéressant, c'est la vitamine B17. Alors il y a beaucoup de fantasmes sur les vitamines. Il y a un petit côté, on pense vitamine, on pense vitalité. Ce qu'on oublie un peu, c'est que la vitamine, c'est simplement un terme technique. Une vitamine, c'est un produit que le corps n'est pas capable de produire en quantité suffisante et qui donc doit arriver par l'alimentation. C'est tout. C'est-à-dire qu'on imagine que les vitamines forment une espèce de famille de molécules importantes, mais en fait, c'est simplement le fait que le corps ne peut pas les produire en quantité suffisante. Mais d'ailleurs, ce qui est une vitamine pour l'homme n'est pas forcément une vitamine pour tous les animaux.
Et donc, il y a un peu des fantasmes autour du principe même de vitamine, alors qu'en fait, c'est plus un terme technique qu'autre chose. En l'occurrence, la vitamine B17 n'est pas une vitamine. Il faut bien savoir que, donc on connaît tous la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, etc. Et les vitamines B, il y en a toute une série, puisque initialement on pensait qu'il y en avait qu'une, et puis les analyses chimiques ont montré qu'en fait ce qu'on appelait la vitamine B, c'était un ensemble. Et puis en fait, certaines de ces vitamines, finalement on s'est rendu compte que le corps était capable de les produire lui-même, et que ça n'était donc pas des vitamines. Donc parmi la famille des vitamines B, il y en a certaines qui ne sont plus, dont le nom n'est plus utilisé. La molécule existe toujours, mais on ne considère plus comme des vitamines. Et donc celles qui vont vraiment être utilisées, ça va être la B1, la B6, la B9, la B12, mais dans la série des chiffres, certains ne sont plus utilisés. La B17, ça n'a d'ailleurs jamais été considéré comme une vitamine en fait. Et ça correspond, le terme est utilisé pour désigner l'amidaline et le laétryl. Alors l'amidaline, c'est une molécule qu'on trouve notamment dans les noyaux d'amandes amères et en moindre quantité dans les drupes, c'est-à-dire les fruits à noyaux, les pêches, les abricots. Et le laétryl, c'est un dérivé semi-synthétique de l'amidaline, donc des molécules assez proches. L'amidaline étant directement trouvée dans les noyaux, le laétryl a été modifié. Et donc la vitamine B17, ça a été étudié, y compris chez l'homme. Et je vous ai mis cette revue, c'est une revue Cochrane, donc c'est un groupe qui réalise régulièrement des états de l'art sur tel ou tel sujet. Et donc depuis 2006, régulièrement, ils mettent à jour la revue sur la vitamine B17. Donc les auteurs concluent que la prétention que l'amidaline ou le laétryl ait un effet anticancéreux chez l'homme ne repose sur rien, pas d'études, pas de données ne le prouvent, et que par contre il y a de sérieux effets secondaires qui sont possibles, notamment parce que l'amidaline et le laétryl peuvent relarguer du cyanure, et donc qu'il y a un risque non négligeable d'empoisonnement au cyanure avec ces produits. Donc on a d'un côté une absence d'effet démontré, et de l'autre, une toxicité qui est possible. Ensuite, donc l'huile de cannabis, il fallait en parler. Donc le cannabis est régulièrement mis en avant comme un médicament quasi miraculeux pour le cancer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de recherches sur le cannabis dans le cancer, mais ce qui se fait dans la recherche académique, la recherche classique, c'est plutôt sur l'effet du cannabis sur les douleurs liées au cancer et sur les nausées liées aux chimiothérapies. Sauf que là, on s'intéresse à son effet antitumoral, à son effet contre le cancer lui-même. Alors, je vous ai remis la diapositive de tout à l'heure sur les 34 études qui prouvent que le cannabis guérit le cancer. Et donc je vous rappelle que il y a effectivement des études, notamment in vitro, sur l'intérêt du cannabis comme anticancéreux, mais que pour l'instant, il n'y a rien de concret. Et donc on ne peut pas affirmer que fumer du cannabis permet de guérir le cancer. D'une part parce que les études ne s'intéressent pas forcément au fait de le fumer. Il y a une différence entre extraire un principe actif à une certaine concentration et l'injecter par exemple par voie intraveineuse, et le fait de fumer la plante. Ce n'est pas la même chose. Donc entre le fait que certaines molécules du cannabis puissent éventuellement avoir un effet anticancéreux et le fait que fumer du cannabis guérisse le cancer, on n'est pas du tout dans la même chose. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ça puisse aider. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça n'est pas parce qu'il existe des preuves plus ou moins solides que in vitro en éprouvette ou chez l'animal il y a un effet anticancéreux que tout de suite il faut en conclure que fumer du cannabis chez l'homme ça va effectivement guérir le cancer. D'autant qu'il y a une différence entre être efficace et guérir. Guérir, il y a vraiment cette notion qu'on fait disparaître toutes les cellules cancéreuses et que c'est définitif. Peut-être qu'un jour, on utilisera certains composés du cannabis comme chimiothérapie. Moi, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on n'a pas les données pour recommander de fumer du cannabis contre le cancer. Alors là, on va parler de la cure Gerson, qui est c'est très rigolo, mais c'est tristement très utilisé contre le cancer, mais là aussi contre à peu près toutes les maladies. Donc c'est basé sur deux principes. D'une part, les jus de fruits.
les jus de fruits crus, et d'autre part les lavements au café. Donc c'est ce dont je parlais au tout début. Donc Gerson, c'était quelqu'un qui a inventé une technique donc, dans les années 20, initialement pour traiter la tuberculose. À l'époque, il n'y avait pas de traitement, hein, il n'y avait pas encore les antibiotiques. Et puis pour traiter les maux de tête aussi, sans qu'on voit bien le lien avec la tuberculose. Et donc il proposait d'une part une alimentation qui soit dénuée de tout poison, et d'autre part des lavements au café. Selon lui, le cancer, comme les autres maladies, c'est une espèce de dégénérescence qui va provoquer la production et l'accumulation de déchets, de toxines, et c'est quand le foie ne sera plus capable de les éliminer que le patient va mourir. Et ces déchets viennent, selon lui, essentiellement du mode d'alimentation, et donc il est possible, via sa cure, non seulement d'arrêter de produire des déchets, mais aussi d'éliminer ceux qui sont déjà accumulés, et donc de guérir les maladies. Donc, la cure, qu'est-ce que c'est? Alors, la première étape, ça va être de boire des jus de fruits et de légumes crus. Donc, il y a tout un protocole, il faut en boire 13 verres par jour. C'est assez détaillé. Et aussi, il faut faire 3 lavements au café par jour. Donc, c'est assez prenant. Je vous montrerai un peu après. Donc l'objectif de ce lavement au café, selon lui, c'est de stimuler la production de bile par le foie, et donc de stimuler l'élimination de ces toxines, de ces déchets. Et donc, puisque selon lui, la mort survient quand le foie n'est plus capable d'éliminer les déchets, le fait de faire les lavements au café va aider le foie et donc va permettre aux patients de survivre à leur maladie. Alors, comment on fait ça? Là encore, ce qui va produire des déchets, selon lui, ça va être beaucoup les produits animaux, notamment les graisses et les protéines animales. Il faut aussi réduire le sodium, c'est-à-dire le sel, et à la place mettre du potassium. Il faut éliminer tous les aliments transformés, tous les aliments raffinés, tout ce qui est surgelé, déshydraté, tout ce qui est en conserve. Tout ce qui a subi en fait des transformations. Il faut revenir d'une manière ou d'une autre à quelque chose de plus naturel en mangeant des aliments si possible crus et essentiellement donc des fruits et des légumes. Et il propose aussi pour faire le plein de vitamines de manger du foie de veau, de prendre des enzymes pancréatiques pour stimuler la digestion. Donc je vous ai mis la recette du lavement au café, hein, c'est quand même l'occasion. Donc comme ça, vous pourrez le faire chez vous. Alors, c'est très technique. Ce qu'il faut faire, donc, c'est bien utiliser de l'eau distillée ou de l'eau de source. Ça ne marchera pas avec votre eau du robinet qui n'est pas bonne. Donc vous allez prendre 2 cuillères à soupe de café moulu pour 1 litre d'eau. Vous allez faire bouillir ça dans une marmite sans la couvrir pendant 3 minutes. Et ensuite, vous allez la sortir du feu, vous allez laisser infuser pendant 10 à 15 minutes avec le couvercle. D'accord ? Ensuite, vous allez laisser refroidir, ça c'est très important pour éviter le risque de brûlure. Vous allez le filtrer pour éliminer le marc de café. Et vous allez obtenir donc un jus de chaussette froid, enfin tiède, qui va vous servir au lavement. Donc vous prendrez un boc à lavement, hein, je vous ai mis une petite image ici. Et ensuite, il y a plusieurs positions possibles. Généralement, c'est couché sur le côté. Donc vous utilisez le boc, vous utilisez le tuyau que vous allez vous mettre dans le rectum, et vous allez comme ça, pendant 12 à 15 minutes à peu près, avoir le liquide qui va par gravité partir du boc et passer dans votre gros intestin. Et après ces 12 à 15 minutes, vous allez aller aux toilettes pour l'évacuer. Et donc ça va stimuler votre bile et ça va détoxifier votre corps. Alors, si on se penche un peu, si on se penche sur les affirmations, les prétentions de ce traitement, celles qui reviennent le plus souvent. Donc, on nous dit que les organes vitaux sont empoisonnés par des substances toxiques qui sont issues notamment des aliments transformés et que stimuler l'évacuation biliaire va permettre de détoxifier le corps.
Alors, ça c'est un peu problématique parce que ni Gerson en son temps, ni ses disciples, puisque ça fait à peu près 100 ans que la cure existe, personne n'a jamais vraiment pu expliquer ce qu'est ces toxines. C'est-à-dire qu'on nous parle de toxines, mais en fait on ne sait pas précisément ce que c'est, quelles molécules sont des toxines, qu'est-ce qu'on cherche à éliminer. Ça n'a jamais été précisé. Ensuite, ils nous disent que les lavements au café stimulent la formation de la bile par le foie, et donc l'élimination de ces toxines dont on ne sait pas grand-chose. Effectivement, il existe des produits qui vont stimuler la production de bile par le foie, mais pas le café. Ce qui est quand même pas de bol. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la bile va être en grande partie réabsorbée dans l'intestin grêle, va repartir dans le foie, et donc ça va créer ce qu'on appelle un cycle entérohépatique. Mais ce cycle entérohépatique, il a lieu dans l'intestin grêle et pas dans le côlon, et donc il est complètement inaccessible au lavement. Donc, ce qui est naturellement éliminé dans les selles le sera, lavement ou pas, et ce qui va être récupéré par l'intestin l'est dans l'intestin grêle, et donc le lavement n'a pas d'intérêt non plus. Donc on a un peu du mal à savoir précisément à quoi sert le lavement. Alors il nous affirme qu'en fait c'est deux molécules, le cavéol et le caféstol, qui sont présents dans le café et qui vont détoxifier le foie grâce à une enzyme qu'on appelle la glutathion S-transférase. Ça ne date pas de l'époque de Gerson, évidemment, c'est venu après, mais ça c'est quelque chose qui est souvent mis en avant. Alors il y a un petit problème, c'est que ces deux molécules existent dans le café vert, mais disparaissent avec la torréfaction. Et dans tous les cas, même avec du café vert, on ne peut pas les extraire avec de l'eau. Donc ça veut dire que en torréfiant et en faisant une extraction à l'eau par l'eau bouillante, par infusion, on ne peut pas extraire ces molécules. Donc ces deux molécules qui sont mises en avant, en fait, ne sont pas présentes dans le lavement au café au final. Donc même si elles avaient vraiment un effet, en tout cas, elles ne sont pas présentes dans le lavement. Ce qui est ballot. Alors, une autre affirmation. Donc, il propose de manger des enzymes de fruits, de légumes, de foie de veau, crus évidemment, pour ne pas altérer les enzymes, parce que ça va permettre de restaurer la fonction des organes qui sont empoisonnés par les toxines, encore une fois, dont on ne connaît rien, mais pourquoi pas. Et alors, là, le problème, c'est que globalement, les enzymes, en fait, quand on va les manger, qu'elles soient cuites ou cuites, on va les digérer. Donc en fait, elles ne vont pas avoir de rôle dans l'organisme. Hormis quelques exceptions, les protéines dans le tube digestif sont digérées, sont détruites. Une dernière affirmation, une affirmation qui dit que les organes détoxifiés peuvent tuer les cellules cancéreuses par une réaction inflammatoire non bactérienne. Vaste programme. Bon, là, il n'y a pas de preuves non plus, il n'y a pas de preuves qui sont apportées. Et de toute façon, on sait qu'une réaction inflammatoire, c'est pas plus toxique pour la cellule cancéreuse que pour les cellules saines. Donc là non plus, on voit pas l'intérêt. L'affirmation, elle sort un peu de nulle part. Donc, la cure Gerson qui en fait fait vraiment fureur, c'est-à-dire que vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais si vous faites des recherches sur Internet, vous verrez que ça ressort très souvent. C'est vraiment proposé comme, notamment pour le cancer, mais en fait, c'est à la fois proposé en prévention et en guérison de toutes les maladies. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, qui a beaucoup de succès, alors que bon, les fondements théoriques ne reposent sur pas grand-chose, et les preuves d'efficacité, on les attend toujours. Alors je vous ai mis quelques exemples tout de même d'effets secondaires, parce qu'on parle des lavements au café. Je vous disais, il faut bien faire refroidir le lavement au café, puisqu'il y a eu des cas de personnes qui ont fait le lavement au café juste après l'avoir bouilli. Donc ça veut dire qu'ils se sont introduits un liquide à quasiment 100 degrés dans le rectum. Et donc il y a eu des cas de brûlures graves, y compris chez des jeunes, chez des gens de 30 ans qui ont dû être opérés, à qui on a dû enlever un bout de gros intestin, à qui on a dû poser une stomie, c'est-à-dire un anus artificiel. Donc on nous dit que c'est sans risque, mais encore une fois, il faut se méfier. Alors évidemment, c'est relativement rare, ça n'arrive que si les gens n'ont pas suivi les règles et ont oublié de faire refroidir, mais voilà, c'est quelque chose qui existe. Il ne faut pas oublier qu'il y a des dégâts collatéraux. Donc pour finir,
quelques études. Il y a eu des études qui ont été faites sur les effets des traitements non conventionnels sur le cancer, et notamment les risques que ça représente. Je vous en ai mis deux qui datent de 2018. Alors, cette première, elle porte sur les traitements alternatifs, et là, les auteurs utilisent le terme d'alternatif pour désigner des traitements qui sont utilisés à la place des traitements conventionnels. Donc ce qu'ils sont allés faire, c'est qu'ils sont allés prendre des données dans des registres de patients qui ont refusé tous les traitements conventionnels et qui ont décidé de se traiter eux-mêmes avec des traitements quels qu'ils soient. Donc ils ont trouvé 280 patients qui n'avaient reçu aucun traitement classique du cancer. Et ils sont allés chercher dans la même base de données 560 patients qui, eux, avaient les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire même sexe, même âge, même type de cancer, même stade du cancer, de manière à avoir deux groupes identiques, la seule différence étant qu'un des groupes avait refusé les traitements conventionnels et l'autre non. On obtient donc ces deux groupes qui sont identiques, à part pour le traitement, puisqu'il y a un des groupes qui va avoir un traitement conventionnel et l'autre non. Et donc ils ont analysé les données sur 7 ans. Alors, ils ont fait ça pour 4 types de cancers différents, et si on regarde pour tous les types de cancers, on obtient cette courbe. Donc ça, c'est une courbe de survie, donc on part à 100%, et vous voyez en pointillé, c'est la courbe de survie des patients qui ont eu un traitement conventionnel, et en trait continu, la courbe des patients qui ont refusé le traitement conventionnel et qui ont décidé de se traiter par un traitement alternatif, quel qu'il soit. Ce n'était pas détaillé. Et ce que vous voyez, c'est que pour tous les types de cancers, 7 ans après le diagnostic, parmi les patients qui avaient eu un traitement conventionnel, 75% étaient encore en vie, alors que pour les patients qui avaient refusé ce traitement conventionnel, 50% seulement étaient encore en vie. Donc, dans ce groupe de patients, on voit qu'on est passé, en quelque sorte, de 75 à 50% de survie au bout de 7 ans. Donc ça fait quand même un gros écart. Il y a quasiment 25% des patients qui sont morts d'avoir refusé le traitement conventionnel. Si on détaille, puisqu'ils l'ont fait pour 4 types de cancers, on voit que c'est très variable selon le cancer. Là, si vous regardez les courbes, pour le cancer de la prostate, la différence n'est pas si flagrante. Pourquoi? Parce que c'est un cancer qui est d'évolution relativement lente. Donc pour peu que la tumeur soit assez peu agressive, même sans traitement, il est effectivement possible que le patient survive plusieurs années avec son cancer de la prostate. C'est moins le cas avec le cancer colorectal ou le cancer du sein. Et on voit que pour le cancer du poumon, qui est généralement plus agressive, il y a pour les deux courbes une mortalité qui est importante. Mais là encore, on voit qu'il y a une grosse différence entre ceux qui acceptent le traitement conventionnel et ceux qui le refusent. Donc il y a une vraie perte de chance pour ces gens-là qui vont refuser un traitement dont on voit qu'il est efficace. Et le fait de refuser ce traitement, ça augmente leur risque de décéder de leur cancer. Alors, ils ont aussi fait une étude, donc c'est la même équipe, pour les traitements utilisés en complémentaire, c'est-à-dire en plus. Donc là, ils ont fait à peu près le même type d'étude. Ils ont pris un groupe de patients qui a déclaré utiliser des traitements alternatifs, là aussi quels qu'ils soient, mais en plus du traitement conventionnel. C'est-à-dire qu'ils ont eu le traitement classique recommandé et ils ont en plus pris leur traitement maison. Et donc, on obtient cette courbe. Et là aussi, on voit qu'il y a une différence, certes moins importante, mais il y a aussi une différence. C'est-à-dire que les gens qui prenaient un traitement complémentaire ont moins survécu au bout des 7 ans de suivi de l'étude. Alors, la question, c'est d'expliquer pourquoi, sachant qu'ils ont aussi eu le traitement conventionnel. En fait, ce que les auteurs remarquent, c'est que ce n'est pas le traitement complémentaire, en tout cas ici, qui semblait être toxique. Ce qui explique la différence, c'est que les gens qui utilisent des traitements complémentaires ont une plus forte probabilité de refuser des traitements classiques. Donc en fait, ça peut être des gens qui vont accepter d'être opérés, mais qui vont refuser la chimiothérapie. Ça peut être des gens qui vont refuser une partie du traitement. Et donc les gens qui utilisent des traitements alternatifs, en se pensant d'une manière ou d'une autre protégés par leur régime cétogène ou leur plante, sont plus à même de refuser une partie du traitement. Et de la même manière, ils ont tendance à retarder un peu plus la prise en charge. C'est-à-dire que ça va être des patients qui, et on en voit, qui dans un premier temps vont préférer se soigner avec des traitements différents
et qui finalement vont accepter les traitements conventionnels. Donc là aussi, il y a une petite perte de chance. Les gens qui font confiance aux traitements complémentaires dans le cadre du cancer sont plus à risque de ne pas accepter le traitement classique et donc sont plus à risque de mourir que les autres. Alors il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est que tous ces traitements, je disais donc dans l'étude précédente, ne sont pas toxiques en soi. Il existe des traitements qui sont toxiques, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il existe des traitements non conventionnels qui sont réellement toxiques, ça existe. Là, je voulais surtout parler de traitements qui ne sont pas nocifs en eux-mêmes, mais qui sont très fréquents et qui peuvent perturber les chimiothérapies et qui peuvent perturber d'autres médicaments aussi, puisque de nombreuses molécules sont modifiées, détruites, transformées par le foie, et qu'il existe des molécules qui vont agir sur la façon dont le foie va traiter les molécules. C'est-à-dire que ça va influer sur le métabolisme du foie, et notamment sur le fonctionnement de certaines enzymes. Et donc il y a notamment deux choses qui sont assez courantes et qu'il faut retenir. C'est le pamplemousse et le millepertuis. Alors il y en a d'autres aussi, puisqu'il y a le ginseng, il y a l'ail, enfin il y a des choses comme ça, mais ceux qui vont vraiment avoir un intérêt, ça va être le pamplemousse et le millepertuis. Alors le pamplemousse est consommé comme fruit, le millepertuis c'est plutôt une tisane, et en fait ça va modifier certaines enzymes hépatiques, et ces enzymes hépatiques ont une action sur les molécules de chimiothérapie. Alors ça c'est quelque chose qui est connu, c'est une famille d'enzymes qu'on appelle les cytochromes P450 qui sont dans le foie et qui servent à éliminer des produits de l'organisme, dont les médicaments. Et donc le fait est que le millepertuis va avoir pour effet de favoriser le fonctionnement de cette enzyme. Le pamplemousse, inversement, va ralentir leur fonctionnement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le millepertuis, en accélérant l'élimination de certaines molécules par les enzymes hépatiques, risque de diminuer l'effet des chimiothérapies, de la même manière qu'il peut diminuer l'effet de certains autres traitements. Mais là, on parle du cancer. Et inversement, le pamplemousse peut avoir l'effet inverse. Il va empêcher les cellules du foie, via ces enzymes, d'éliminer correctement la chimiothérapie. Et donc, il y a un risque d'effet secondaire qui va être plus important. Donc, il faut bien comprendre que des choses qui peuvent paraître anodines, comme manger du pamplemousse ou consommer une tisane de millepertuis, et c'est le cas pour tout un tas de plantes, ça peut avoir un effet qui n'est pas forcément énorme, mais ça peut avoir un effet sur le fonctionnement des enzymes hépatiques et donc sur l'élimination du produit de chimiothérapie. Et donc, soit en la rendant moins efficace, soit au contraire en la rendant plus toxique. Et donc il existe des listes de ces plantes, notamment celles qui sont prises en tisane par les patients, qu'on peut utiliser pour essayer de déterminer si le patient en consomme, pour le prévenir que dans le contexte de sa chimiothérapie, il faut qu'il évite de consommer ces produits. Et notamment, il est recommandé de ne pas consommer de tisane de millepertuis lors d'un traitement par chimiothérapie. Donc sur la diapositive, il y a des études qui ont été faites chez l'homme. Alors c'est quelque chose qui de toute façon est un mécanisme bien connu, mais en tout cas ça a été étudié chez l'homme pour certains types de chimiothérapie. Et donc il y avait des diminutions d'efficacité jusqu'à 1/3. Donc pour conclure sur cette conférence, juste un petit point, comment parler de ces traitements? Puisqu'on l'a vu, on a affaire à des traitements qui fonctionnent très peu ou pas. En fait, souvent, on n'a pas de données pour le savoir, mais en tout cas, qui représentent une vraie perte de chance pour le patient, puisque le patient qui va utiliser ces traitements peut ne pas utiliser des vrais traitements à la place, et donc il y a vraiment un risque pour le patient de ne pas bénéficier des meilleurs traitements. Donc, comment parler de ces sujets? Alors, en tant que patient ou en tant que médecin, ou en tant que proche de patients. En tant que médecin, déjà, il faut savoir écouter les patients. C'est important de ne pas immédiatement et frontalement ridiculiser ou de se fermer à ce que les patients peuvent avoir à dire, parce que justement, les patients souvent ont recours à des traitements non conventionnels, en plus, à la place, etc. Et c'est important d'arriver à en discuter avec les patients et de ne pas simplement leur dire que c'est de la connerie, mais de leur expliquer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire.
Donc il faut vraiment être à l'écoute du patient en tant que médecin. Et puis surtout, il faut les connaître. C'est-à-dire que c'est difficile de dialoguer avec un patient si on ne connaît pas soi-même le traitement que lui utilise. C'est-à-dire que si le patient déclare qu'il suit un régime cétogène, par exemple, si le médecin ne sait pas ce qu'est un régime cétogène, ça va être difficile d'expliquer l'intérêt ou pas de ce traitement au patient. Ça va être difficile de discuter avec lui. Donc c'est important de vraiment connaître un minimum tous ces traitements pour savoir ce qui a un intérêt, ce qui n'en a pas, ce qui même peut être dangereux, pour pouvoir expliquer au patient et en débattre avec lui. En tout cas, dialoguer. En tant que non-médecin, par exemple, si vous avez des proches qui font appel à ce genre de traitement, là non plus, il ne faut pas rejeter frontalement. C'est-à-dire que c'est très contre-productif de dire ton histoire de régime cétogène, c'est de la connerie, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est essayer d'appeler les gens à la prudence vis-à-vis de ces traitements, mais sans dire voilà, c'est de la merde. Et puis, quelque chose qui ressort souvent, c'est que bon, c'est naturel, donc forcément c'est meilleur. Ça, je pense qu'il faut arriver à combattre cette idée dans le grand public. Ça n'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est sans effet secondaire. On l'a vu, la plupart des molécules, des plantes qui sont utilisées peuvent être toxiques, même à des doses normales. Donc ça n'est pas sans effet secondaire, ça peut être naturel et toxique. Et inversement, ça n'est pas parce que quelque chose est synthétique, qu'un traitement est artificiel, qu'il est mauvais. On sait que les traitements que l'on propose contre le cancer sont efficaces. On sait que les chimiothérapies, que les radiothérapies, que tous ces traitements-là fonctionnent. Mais donc il faut arriver à discuter sereinement de ces choses-là, sans essayer de faire culpabiliser la personne qui fait appel à ces traitements. Certains d'ailleurs peuvent avoir un intérêt en tant qu'aide psychologique, hein. Ça n'est pas complètement dénué d'intérêt, mais il faut réussir à enlever l'idée aux gens qu'il y a un complot des laboratoires pour nous empoisonner, que ce qui est naturel est forcément bon. Tout ça, il faut réussir à l'éliminer. Mais donc dans tous les cas, il faut arriver à discuter de ces choses-là et à les expliquer. On ne peut pas simplement se contenter de dire c'est des conneries, ça ne marche pas. Il faut expliquer qu'on n'a pas de preuves, ou qu'au contraire on a des preuves que ça ne fonctionne pas. Il faut expliquer que les traitements conventionnels, on sait que ça fonctionne, qu'on a des vraies études qui ont été faites et qui montrent que ça a un intérêt, que ça permet aux gens de mieux survivre à leur cancer, de survivre plus longtemps, éventuellement de guérir. Et ça, il faut savoir l'expliquer. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le mot de la fin. Julien, un mot de la fin? Cuillère. Cuillère, parfait. Donc bonne journée à tous, et puis à une prochaine fois avec l'Observatoire zététique. Adieu.